Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Géraldine Rougier, je suis directrice de la Fédération régionale des CIDFF, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, et je suis la vice-présidente du CORES PACA. Et donc, j'ai le plaisir de modérer ce webinaire aujourd'hui en lien avec Marie-Sophie, qui est chef de projet au CORES, que vous verrez dans quelques instants. Donc, ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre de la 5e édition de la Semaine nationale de santé sexuelle. Les membres du CORES se sont coordonnés pour concevoir une série de 5 webinaires qui visent à questionner nos représentations et à enrichir en fait nos pratiques professionnelles. Donc, 5 webinaires sur le temps du déjeuner dans un format dense mais pratique pour les professionnels. Le premier, la semaine dernière, a porté sur le plaisir et la santé sexuelle. Le deuxième, sur la contraception, l'IVG. Le troisième, sur la prévention diversifiée du VIH et la PrEP. Et donc, le quatrième, aujourd'hui, sur les violences et le consentement. Et le dernier webinaire de clôture, ce sera demain sur l'inclusion et la lutte contre les discriminations. Et donc, nous sommes aujourd'hui réunis avec 3 expertes qui vont prendre la parole tour à tour pour venir bousculer un peu nos préjugés sur les questions des violences et du consentement. Il y aura donc Madame Vanessa Garouche, qui est la directrice du CIDFF Pays d'Arles. Il y aura la docteure Anaïs Nuttall ainsi que Bérénice Watteau qui travaillent toutes les deux à la Maison des Femmes Marseille-Provence. Merci beaucoup à toutes les 3. Et je vais maintenant passer la parole à Marie-Sophie qui va vous donner quelques informations techniques. Merci Géraldine. Voilà, donc pour reprendre un petit peu, donc suite à ce que vous a pu vous dire Géraldine, donc cette série de 5 webinaires, il faut savoir qu'ils seront tous enregistrés, ils sont tous enregistrés. Il y aura un replay qui sera mis à disposition sur la chaîne YouTube du CORES et aussi sur différentes plateformes de nos partenaires. Donc on va vous envoyer à la fin du webinaire un lien avec un questionnaire de satisfaction auquel vous pourrez répondre, et aussi il y aura un lien pour savoir ceux qui sont intéressés, celles et ceux qui sont intéressés, pour avoir aussi les replays, même de webinaires auxquels vous n'avez pas pu forcément assister. Donc vous pourrez aussi faire cette demande et on pourra vous adresser les liens de ces webinaires. Et pour terminer, juste n'hésitez pas, pendant le déroulé des interventions, vous avez le chat sur le côté avec les différentes questions que vous pouvez poser. Et voilà, Géraldine, après, dans un second temps, question finale de questions-réponses, pourra dégager les tendances et répondre avec les intervenantes à vos questions. Donc n'hésitez pas, ne vous étonnez pas, au début, vos micros sont coupés. Donc vous ne pouvez pas forcément intervenir en direct pendant les interventions, mais vous pouvez poser vos questions, par contre, dans le chat. Voilà. Merci à toutes. Merci Marie-Sophie. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais passer la parole à Vanessa Garouche qui va nous parler d'un premier préjugé. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Merci au CORES PACA. Je suis donc, comme l'a dit Géraldine, Vanessa Garouche, directrice du CIDFF du Pays d'Arles et formatrice sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et je suis ravie d'intervenir aux côtés du docteur Anaïs Nuttall et de Bérénice Watteau de la Maison des Femmes de Marseille pour ce webinaire qui nous regroupe aujourd'hui. Donc avant de commencer, j'ai pour habitude dans toute formation ou intervention de démarrer par ce que j'appelle un trigger warning, à savoir qu'au vu du sujet que nous allons aborder aujourd'hui, certains éléments peuvent être difficiles à entendre, faire écho à des situations vécues, que ce soit personnellement ou professionnellement, ou simplement vous mettre mal à l'aise. Si à un moment donné que ce soit, vous avez besoin de faire une pause, de couper votre caméra qui est déjà coupée, donc tout va bien, ou même de vous déconnecter quelques minutes, c'est tout à fait possible. Et nous restons, moi-même et mes collègues ici présents, disponibles à l'issue du webinaire si vous souhaitez reprendre contact avec nous ultérieurement, bien évidemment. Donc le préjugé numéro 1, tel qu'il s'affiche à l'écran, est celui que nous entendons régulièrement, Bérénice, Anaïs, je pense que vous pourrez me conforter, à savoir les violences concernent autant les hommes que les femmes. Et je vais commencer par une nuance importante.
qui est de dire que oui, les hommes peuvent être victimes de violences sexistes et sexuelles. Il ne s'agit surtout pas de les invisibiliser. Certains hommes vivent des violences sexuelles dans l'enfance, notamment dans le couple, dans le sport, dans des institutions ou encore dans certains contextes professionnels. Et ils rencontrent souvent des obstacles spécifiques pour en parler, la honte, les stéréotypes de genre, la peur de ne pas être cru, les difficultés à identifier ces violences. Mais toutefois, reconnaître cette réalité ne doit pas nous faire perdre de vue une autre réalité majeure. Les violences sexistes et sexuelles touchent massivement et très majoritairement les femmes. Et les auteurs sont très majoritairement des hommes. Avant d'aller plus loin, il peut être utile aussi de préciser de quoi nous parlons quand on évoque les mots, les termes violences sexistes et sexuelles. On utilise ces termes pour désigner un ensemble de violences qui reposent sur le sexe, le genre ou les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. Cela comprend bien sûr les violences sexuelles, à savoir les agressions sexuelles, les viols, le harcèlement sexuel, les violences physiques aussi, mais aussi des violences parfois moins visibles ou davantage banalisées, je dirais, telles que les violences psychologiques, les remarques sexistes, le contrôle du corps, le contrôle de la sexualité, les cyberviolences, les violences économiques et les violences aussi gynécologiques et obstétricales. On parle de violences sexistes et sexuelles, pas seulement de violences sexuelles parce qu'elles s'inscrivent dans un contexte plus large d'inégalité et de rapports de domination entre les sexes. Elles s'inscrivent dans un phénomène social général d'infériorisation des femmes par rapport aux hommes, à savoir le sexisme. Selon d'ailleurs le Haut Conseil à l'égalité, le sexisme est une idéologie qui repose sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes et un ensemble de manifestations, des plus anodines en apparence aux plus graves, mais nous y reviendrons. L'ONU, quant à elle, définit les violences faites aux femmes comme tout acte de violence fondé sur l'appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de causer aux femmes des dommages ou souffrances physiques, sexuelles et psychologiques, dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Autrement dit, les violences ne surgissent pas de façon isolée. Elles prennent place dans un système de représentation, de normes et parfois même de tolérance sociale. Quelques chiffres actualisés qui vont permettre de comprendre et d'illustrer cela. En France, je vais me cantonner à la France, selon les données du ministère de l'Intérieur, près de 9 victimes de violences sur 10 sont des femmes. Et dans 9 situations sur 10, les agresseurs sont des hommes. Encore une fois, cela ne signifie pas que tous les hommes sont auteurs de violences, ni que les hommes ne peuvent pas être victimes. Mais cela nous oblige à regarder la réalité telle qu'elle est. Les violences sont profondément marquées par le genre. Elles ne sont pas neutres du point de vue du genre. Autre chiffre important, en France, toutes les 23 secondes, une femme est victime de harcèlement, d'exhibition sexuelle ou d'envoi d'images à caractère sexuel. Et toutes les 2 minutes, une femme est victime de viol, tentative de viol ou agression sexuelle. Je vous laisse faire le calcul. Ces chiffres sont repris par l'Observatoire national des violences faites aux femmes de la MILPROF en novembre 2025. Ils sont une estimation issue des résultats de victimation du ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'une estimation minimale. En effet, l'enquête n'interroge que les personnes vivant en logement ordinaire. Elle ne permet pas d'enregistrer les violences subies par les personnes vivant en collectivité, telles que les foyers, les centres d'hébergement, les prisons ou autres, ou les personnes sans domicile fixe. Pourquoi c'est si important de le dire? Parce que cela nous aide à comprendre que nous ne sommes pas seulement face à des situations individuelles, des conflits, des dérapages, nous sommes face à un phénomène social structuré. On parle de violences sexistes et sexuelles parce qu'elles ne relèvent pas uniquement de situations individuelles. Elles s'inscrivent dans un contexte social, global, où les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes positions symboliques et sociales. N'être fille ou garçon n'est pas neutre dans notre société. Dès l'enfance, les normes de genre transmettent des attentes différenciées. Le rapport au corps, à l'autorité, à la sexualité, à l'espace public, à l'expression des émotions. L'anthropologue Françoise Héritier parlait de valence différentielle des sexes pour désigner le fait que, historiquement et socialement, les valeurs associées au masculin sont davantage valorisées que celles associées au féminin. Cela contribue à créer un cadre
dans lequel certaines violences peuvent être plus facilement tolérées, minimisées ou invisibilisées. En quoi c'est important pour comprendre les violences? Parce que les violences ne sont pas, comme je vous l'ai dit, des accidents relationnels. Elles s'inscrivent dans ce que l'on appelle un continuum des violences. Dans une continuité qui va des remarques sexistes, du contrôle, des humiliations, du harcèlement, des injonctions sur le corps ou à la sexualité, jusqu'aux agressions sexuelles, au viol et au féminicide. Autrement dit, les violences les plus graves prennent racine dans des formes de domination souvent banalisées. Ce continuum permet de comprendre que les violences les plus visibles s'inscrivent encore une fois dans un plus large rapport de domination. Et cette lecture est essentielle pour vous, professionnels de santé. Les violences sexistes et sexuelles ne se présentent pas toujours comme des événements identifiables d'emblée, Elles peuvent s'exprimer à travers des tableaux cliniques variés, troubles gynécologiques, troubles du sommeil, anxiété, symptômes somatiques diffus, addiction. Et parfois même, souvent, la violence n'est ni identifiée, ni nommée, y compris par la patiente elle-même. Cela nous amène à un enjeu central, nos biais de repérage que le docteur Anaïs Nuttall évoquera lors de ce webinaire. Nous avons parfois tendance à imaginer certains profils plus à risque, les femmes précaires, jeunes, isolées, avec des signes évidents de vulnérabilité. À l'inverse, nous questionnons parfois moins spontanément une femme cadre, médecin, avocate, vivant dans un environnement social peut-être plus favorisé. Pourtant, les violences traversent tous les milieux sociaux, tous les âges et tous les territoires, et Bérénice Watteau y reviendra dans quelques minutes. L'enjeu n'est donc pas d'opposer les victimes entre elles, il est de nommer correctement la réalité pour mieux repérer, parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et nous savons aussi que lorsque les violences sont minimisées, banalisées ou renvoyées à une responsabilité de la victime, cela constitue une victimisation secondaire qui renforce la honte, la culpabilité et le silence. Le message clé que j'aimerais donc vous laisser est le suivant. Pensez les violences comme un enjeu de santé publique marqué par le genre sans jamais enfermer les personnes dans des catégories. Oui, les hommes peuvent être victimes de violences sexistes et sexuelles, mais les violences sexistes et sexuelles touchent massivement et majoritairement les femmes et sont produites dans un contexte de rapport de genre. Les comprendre comme un phénomène structurel permet de mieux saisir leur ampleur et leur logique. Pour poursuivre cette réflexion sur les idées reçues, on va maintenant s'intéresser à une autre représentation très fréquente, celle selon laquelle les violences sexistes et sexuelles ne concerneraient que certains milieux sociaux. Et je donne donc maintenant la parole à Bérénice Watteau pour lever peut-être ensemble ce préjugé. Merci Vanessa et merci au CORES pour cette invitation. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Bérénice Watteau, je suis chargée de prévention à la Maison des Femmes Marseille-Provence. Donc, j'anime des ateliers de prévention autour de la santé sexuelle et vie affective et autour des violences faites aux femmes. Donc, comme l'a dit Vanessa, aujourd'hui, moi, je vais vous parler du préjugé comme quoi les violences sexistes et sexuelles ne concerneraient que certains milieux sociaux. Donc, pour vous faire un petit, pour vous expliquer en première intention, donc, comme l'a expliqué Vanessa, c'est massivement des femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Et nous, à la Maison des Femmes, nous prenons en charge toute personne qui se considère comme femme. Donc, mon discours va être plus tourné vers les femmes victimes de violences. Donc, moi, je voulais rappeler une idée essentielle, c'est que les violences faites aux femmes, donc les VSS, concernent toutes les catégories socio-professionnelles. Elles ne touchent pas uniquement les femmes en situation de précarité ou certains milieux sociaux, et elles concernent tous les âges, tous les niveaux d'études, toutes les professions, tous les milieux et partout dans le monde. Les violences, comme l'a dit ma collègue, peuvent prendre de nombreuses formes, violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, administratives. Elles peuvent être sur Internet via la cyberviolence et elles peuvent se produire au sein du couple, dans la famille, au travail, dans l'espace public ou en ligne. Quelques chiffres, en France, une femme sur 10 est victime de violences conjugales, une femme sur 2 a déjà subi une violence sexuelle en France et plus de 6 jeunes femmes sur 10 ont déjà été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. Si les violences touchent toutes les catégories socio-professionnelles, les contextes, eux, dans lesquels elles s'exercent, peuvent varier. En effet, les femmes en situation de précarité peuvent cumuler certaines vulnérabilités en raison notamment de leur dépendance économique, de difficultés d'accès au logement ou à l'emploi,
ou d'un accès parfois plus complexe aux dispositifs d'aide. Les femmes cadres ou dirigeantes peuvent elles aussi être victimes de violences et elles peuvent également rencontrer des difficultés particulières, notamment à parler, par peur des conséquences sur leur carrière ou leur image professionnelle. Les femmes vivant en milieu rural, par exemple, peuvent quant à elles faire face à l'isolement géographique, à l'éloignement de structures d'accompagnement et à un manque d'anonymat qui complique parfois les démarches. Enfin, on l'a dit, les étudiantes et les jeunes femmes sont particulièrement exposées aux violences, notamment violences sexuelles, aux violences dans les relations amoureuses et aux cyberviolences. Donc, les violences sexistes et sexuelles se retrouvent dans toutes les catégories socio-professionnelles. Mais au-delà des différences de contexte, les mécanismes de violence sont souvent les mêmes, c'est-à-dire que l'auteur va mettre en place un contrôle de la domination, de l'isolement, de la culpabilisation et une emprise psychologique. La question de la libération de la parole est également essentielle. En effet, là encore, les freins varient selon les situations. Pour les femmes en situation de précarité, la peur de perdre un logement, des ressources financières ou la stabilité de la famille peut constituer un obstacle majeur pour en parler. Pour les femmes cadres ou dirigeantes, c'est souvent la peur du regard de l'autre, de l'atteinte à la crédibilité ou à la réputation qui freine la révélation des violences. Dans le milieu rural, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi le fait d'être éloigné géographiquement et qui peut entraîner une difficulté d'être prise au sérieux par rapport aux violences qu'elles peuvent subir. Malgré ces différences, plusieurs freins sont universels, comme la honte, la culpabilité, la peur des représailles, l'espoir que la situation s'améliore ou encore l'emprise psychologique exercée par l'auteur des violences. Il est également important de souligner que les ressources qui permettent de sortir des violences ne sont pas réparties de manière égale. Les femmes en situation de précarité ont souvent besoin d'un accompagnement global associant hébergement, soutien financier, accompagnement administratif et accès à l'emploi. Les femmes disposant des revenus plus élevés peuvent parfois mobiliser plus facilement certaines ressources, comme un logement temporaire ou faire appel à un avocat ou un suivi psychologique. Toutefois, elles sont aussi confrontées à d'autres difficultés. En milieu rural ou dans les plus petites structures, les associations locales, les travailleurs sociaux et les professionnels de santé, les réseaux de proximité jouent donc un rôle déterminant. Pour conclure, les violences faites aux femmes sont un problème de société qui traverse l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Ce qui change d'un milieu à l'autre, ce n'est pas tant le risque d'être victime que les obstacles rencontrés pour parler et les ressources disponibles pour s'en sortir. C'est pourquoi la prévention, l'écoute et l'accompagnement doivent être pensés de manière adaptée à la diversité des parcours et des réalités vécues par les femmes. D'où l'importance du dépistage systématique qui va être abordé juste après avec ma collègue. C'est pourquoi j'ai insisté sur le diaporama où il est important d'être vigilant avec les patientes dites insoupçonnables et il y a un gros risque de sous-repérage dans les milieux favorisés du fait d'avoir ce préjugé que les VSS concerneraient que certains milieux sociaux. Je vais laisser la parole à ma collègue pour le prochain préjugé. Merci Bérénice. Pour ce troisième préjugé, donc comme vous pouvez le lire, le danger c'est surtout dans la rue, la nuit, avec des inconnus. Alors, la réponse est un peu affichée, mais j'aimerais commencer par une question en fait très simple avec vous. Quand on pense spontanément à une agression sexuelle, quelle image nous vient en tête immédiatement? Très souvent, nous imaginons une femme seule, agressée dans la rue, la nuit, par un inconnu. Cette image existe, bien sûr que ces violences existent, mais elles ne correspondent pas à la majorité des situations. Cette représentation est très forte culturellement, socialement, mais encore une fois, elle n'est pas conforme à ce que l'on observe, nous, au quotidien, que ce soit dans les CIDFF ou dans les maisons des femmes. On va essayer donc ensemble de déconstruire ce préjugé. Alors, comme je vous le disais, l'image de l'agression d'une femme en train de faire son jogging par un inconnu, tard le soir ou tôt le matin, est très présente dans les médias, les films, les messages de prévention. Elle joue un rôle important dans la peur sociale, notamment chez les femmes, mais elle ne reflète pas, encore une fois, la majorité des situations de violence. Je vous évoque aussi souvent, je prends souvent comme exemple
les femmes en train de faire leur jogging, parce que le traitement médiatique de certaines affaires ont été tels parce qu'au départ, on pensait qu'effectivement, un dangereux inconnu errait dans les rues et attention, mesdames, ne sortez plus pour au final découvrir que c'était le mari qui avait tué sa femme. Voilà, je ne vous citerai pas forcément un exemple, il y en a beaucoup. Donc, en réalité, dans la majorité des situations de violences sexistes et sexuelles, l'auteur est une personne connue de la victime. Un conjoint, un ex, un membre de la famille, un proche, un ami, un collègue de travail ou une personne de confiance. Le danger ne vient donc pas dans la plupart des cas d'un inconnu croisé dans la rue, mais d'une personne qui fait partie de l'environnement relationnel de la victime. Les violences sont multiples de par leur forme, mais aussi de par les espaces dans lesquels elles sévissent. Elles ont lieu dans la sphère privée, violences au sein du couple, les violences intrafamiliales, mais aussi dans la sphère professionnelle, les violences sexistes et sexuelles au travail, et dans l'espace public, qu'il soit réel, je prendrai pour exemple l'outrage sexiste, communément aussi appelé le harcèlement de rue, ou virtuel, les cyberviolences. Les violences sexistes et sexuelles ne se déroulent donc pas principalement dans l'espace public. Elles ont lieu majoritairement dans la sphère privée ou, comme je le disais, dans des espaces de confiance, à la maison, dans la relation de couple, dans l'environnement familial ou professionnel. Or, nous apprenons beaucoup aux femmes à avoir peur de la rue, de l'extérieur. Pourtant, statistiquement, je l'ai dit, le danger est souvent beaucoup plus proche. C'est un paradoxe important. Le mythe du danger extérieur peut parfois invisibiliser les violences qui surviennent dans les espaces supposés sécurisants. Et je crois qu'il est particulièrement important de faire ici une focale sur les violences au sein du couple, parce qu'elles illustrent très fortement ce décalage entre représentation et réalité. Lorsque l'on pense au danger, on imagine quelque chose d'extérieur, encore une fois, un inconnu, un lieu isolé, un moment exceptionnel. Or, pour de nombreuses femmes, les violences se produisent dans un espace censé être protecteur, le domicile. En France, les violences au sein du couple, Bérénice, tu l'as dit, concernent chaque année des centaines de milliers de femmes, et plus particulièrement, le chiffre que l'on retient, c'est une femme sur 10. Ce chiffre, une femme sur 10, on omet souvent d'y rajouter la suite. C'est une femme sur 10 au cours des 12 derniers mois. Et donc, ça change un peu la donne et ramène, si on globalise, à plutôt une femme sur 6. Encore une fois, nous sommes une cinquantaine aujourd'hui pour ce webinaire, certainement majoritairement des femmes. Je vous laisse rapidement faire un calcul de qui est concerné ou pas. Parmi ces violences, il existe aussi des violences sexuelles conjugales, encore largement minimisées et méconnues. Parce que, encore une fois, un imaginaire persiste, celui selon lequel, dans le couple, la sexualité serait due, implicite ou acquise. Pourtant, juridiquement comme éthiquement, le consentement reste nécessaire dans toute relation, y compris conjugale. Nous y reviendrons d'ailleurs lors d'un autre préjugé dans ce webinaire. Et un rapport sexuel imposé dans le couple est un viol. Cela reste parfois difficile à identifier, y compris pour les femmes concernées. Certaines peuvent penser, et là je vous reprends des phrases que j'ai déjà entendues, ce n'est pas un viol, c'est mon mari. Je n'avais pas envie, mais j'ai cédé pour qu'il se calme. J'ai peur de lui dire non. J'ai peur de ses réactions. Or, la proximité affective n'annule jamais la violence. Elle peut au contraire rendre les violences plus difficiles à identifier, à nommer et à dénoncer. Et là, je vais mettre quelques secondes ma casquette de juriste et rappeler même que les violences, parce qu'elles sont commises dans le cadre du couple, constituent des circonstances aggravantes au niveau des infractions pénales. Donc la loi vient aussi contrer ce préjugé. J'ai d'autres illustrations aussi, autres que dans le couple, mais par exemple, une adolescente victime d'un proche, un membre de la famille, un ami des parents, une personne connue, dont la parole est remise en cause. Elle n'est pas crue au motif que l'agresseur présumé ne correspond pas au profil attendu sociétalement. Ça ne peut pas être lui. C'est un ami de la famille, on le connaît depuis toujours, il est tellement serviable.
Les violences peuvent avoir lieu aussi dans des lieux autres que la maison supposée protecteur, les clubs sportifs, l'école, les institutions religieuses, le soin ou encore le monde professionnel. Là encore, les victimes sont pointées du doigt. Pourquoi si tard? Ce n'est pas possible, on ne vous croit pas. L'actualité récente, malheureusement, nous le rappelle régulièrement. Dans de nombreuses affaires très médiatisées, les auteurs ne sont pas des inconnus surgissant de l'extérieur, mais des personnes reconnues, investies, d'une position de confiance et parfois même d'autorité. Que l'on pense aux violences révélées dans certaines institutions, au sport, à l'école ou à certaines affaires impliquant des professionnels de santé, des acteurs, chanteurs, je ne citerai aucun nom, on retrouve souvent le même mécanisme. Une proximité relationnelle, un rapport de pouvoir qui rend les violences plus difficiles à identifier et à dénoncer. Et ce mythe du danger extérieur a plusieurs conséquences. Il invisibilise les violences conjugales et intrafamiliales et il peut produire un sentiment de non-légitimité chez les victimes. Quand ce qui est vécu ne ressemble pas au scénario attendu, il devient parfois plus difficile de se reconnaître comme victime. Beaucoup de personnes minimisent ce qu'elles vivent parce que l'auteur est un conjoint, un proche ou une personne appréciée de l'entourage. C'est précisément là que cela devient essentiel pour le champ de la santé. Ces représentations influencent aussi la manière dont les situations sont comprises et parfois repérées. Et pourquoi également on porte des jugements sur les victimes qui parlent trop tard, qui ne déposent pas plainte, qui ne quittent pas le conjoint violent. Et je vais laisser du coup la parole à ma collègue Bérénice Watteau, encore une fois, pour vous apporter des compléments d'information sur ce qu'est le cycle des violences et le contrôle coercitif en lien avec le préjugé évoqué. Merci Vanessa. En effet, ça nous semblait important, de vous présenter, ces différents mécanismes qu'on retrouve, systématiquement dans des cas de violence conjugale. Donc pour, redéfinir ensemble, qu'est-ce que sont les violences conjugales, c'est important. Donc on parle de violence conjugale à partir du moment où il y a une relation sentimentale. Donc les 2 personnes ne sont pas forcément mariées, vivant sous le même toit. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que du coup, des jeunes filles peuvent être victimes de violences conjugales, des jeunes, à partir du moment où elles ont une relation sentimentale avec quelqu'un, elles peuvent, en être victimes. Donc là, je vais vous présenter le cycle de la violence qui a été théorisé dans les années 80 et c'est un mécanisme qu'on retrouve systématiquement lorsqu'il y a de la violence conjugale. Le cycle de la violence, il se sépare, comme vous pouvez le voir, en 4 phases. Donc la première phase, c'est la phase qu'on appelle la phase de tension. Ça va être, par exemple, l'auteur, qui va mettre en place petit à petit, des silences, des bouderies, au sein du couple, des gestes brusques. La victime peut avoir, la sensation de, comme on dit, marcher sur des œufs. Elle sent qu'il va se passer quelque chose. Ensuite, vous avez, la deuxième phase qui est la phase de crise, alors qu'elle soit, verbale, physique, sexuelle, psychologique. À ce moment-là, la victime, elle va avoir honte, elle va ressentir de l'humiliation, se sentir en colère. Ça peut être des moments où la victime peut parler aussi et ça peut être aussi des moments en tant que professionnel de santé où une victime peut se rendre auprès d'un professionnel de santé, que ce soit, dans des cabinets libéraux ou encore, dans des services d'urgence. Ensuite, nous avons la phase de justification. Donc ça, c'est la phase où l'auteur va rejeter la faute sur l'autre. Il va minimiser ou nier ce qu'il s'est passé et va trouver des justifications extérieures. Donc c'est-à-dire, il va trouver, des exemples pour dire qu'en fait, c'est car il était trop énervé, qu'il était stressé au travail, par exemple. Il explique pourquoi il a eu, ce geste ou cette violence verbale envers la victime. La victime, à ce moment-là, elle va comprendre les excuses, elle va se sentir, elle, responsable, en se disant qu'en effet, elle n'aurait pas dû faire ci ou elle n'aurait pas dû dire ça, car c'est de sa faute si l'auteur, a eu cette crise. Et enfin, nous avons, la phase qu'on appelle la lune de miel. Donc, c'est un moment, qu'on va appeler un peu une phase d'apaisement où l'auteur, va chercher à s'excuser. Il va, énormément, s'excuser, il va apporter des cadeaux, il va essayer de faire oublier l'incident. Il va être, comme on dit, aux petits soins et à ce moment-là, la victime va se dire: «Oh, je vais essayer de lui laisser une autre chance». Elle va vouloir l'aider à changer et du coup, cette phase de lune de miel, ça peut être aussi un moment, où l'auteur va dire qu'il va se faire aider par un professionnel, où il va changer.
Et en fait, ce cycle, au fur et à mesure de la relation où il y a de la violence conjugale, il va s'intensifier et il va être de plus en plus, présent. C'est-à-dire que, au début, les phases du cycle peuvent durer, 1 mois ou plusieurs jours et au fur et à mesure de la relation, il peut y avoir même plusieurs cycles au sein d'une seule journée. Et ce cycle, c'est ce qui va alimenter ce qu'on appelle l'emprise. L'emprise, qui va empêcher du coup la victime de pouvoir prendre des décisions, car le fait d'être dans une ambivalence entre de la violence et cette phase de lune de miel dans le cerveau, ça va créer quelque chose qu'on appelle le psychotraumatisme et qui va faire que la réalité, elle est discordante. La victime ne va plus savoir quand est-ce qu'elle va réagir. Peut-être que dans votre cadre professionnel ou personnel, vous avez déjà rencontré, une femme, par exemple, qui, au moment de la crise, donc qui va vous parler et du coup, vous allez vouloir mettre en place plusieurs choses, lui parler d'associations, lui dire que, c'est interdit par la loi, vous l'écoutez en lui disant que c'est pas normal et en fait, vous allez la revoir 2 semaines après et elle va vous dire que tout va bien, qu'en fait, il est super et en fait, vous êtes en train de la voir au moment de la phase de lune de miel. Donc ça peut être quelque chose qui est très frustrant, vous ne comprenez pas, d'où l'importance de connaître ce cycle en tant que professionnel, en tant que citoyen, citoyenne et nous, par exemple, à la Maison des Femmes, mais également, j'imagine, au CIDFF ou d'autres associations, on montre aux femmes aussi, le cycle pour qu'elles se rendent compte, parce qu'elles s'en rendent pas compte quand elles sont à l'intérieur de ce cycle-là. Ce cycle, il explique aussi pourquoi il est si difficile de partir, ce que vous avez peut-être déjà entendu ou peut-être vous, au fond de vous, vous êtes dit: «Mais elle m'a expliqué, elle m'a raconté tout ce qu'elle vit, mais pourquoi elle ne part pas?» Donc on comprend à travers ce cycle que, cette emprise qui va être, mis en place petit à petit explique pourquoi il est si difficile, de partir. Mais, on voulait aussi vous présenter ce qu'on appelle le contrôle coercitif, parce que c'est intéressant de savoir pourquoi la victime ne part pas, mais ce qui est important de savoir, c'est aussi, mais qu'est-ce que met en place l'agresseur pour qu'elle reste. Et c'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif, qui est une stratégie. C'est un système continu de domination et d'enfermement qui a été également théorisé par Evan Stark. Et là, je vous ai mis quelques exemples. Bien évidemment, la liste, elle n'est pas exhaustive, mais c'est différents mécanismes, différentes choses que l'auteur, petit à petit, l'auteur des victimes, l'auteur des violences, pardon, va mettre en place. Donc, ça peut commencer par le contrôle des finances, donc, par exemple, la forcer à rendre compte de chaque dépense, restreindre l'accès à un compte en banque ou qu'il n'y ait qu'un compte en banque dans le couple. Le fait d'humilier, donc dévaloriser, critiquer en public ou en privé, le fait de rabaisser, son apparence en permanence, ses compétences. Donc là, l'auteur, il cherche à détruire l'estime de soi. Le fait de surveiller, donc ça peut être suivre sa compagne, ou surveiller via des outils en ligne ou logiciels, mais ça peut aussi, par exemple, un conjoint qui va être toujours présent sur le lieu de travail, de madame. La restriction des choix personnels, donc décider de ce qu'elle va porter, où est-ce qu'elle va aller, ce qu'il faut manger, et cetera. Limiter l'accès à des informations, ce qui va du coup l'empêcher à reconnaître ses droits et d'accéder à des ressources d'aide. Et enfin, l'isolement, donc ça c'est quelque chose qu'on remarque aussi et qui va être mis en place petit à petit. Donc c'est, ce qui est d'interdire ou restreindre les sorties avec des amis, avec de la famille, contrôler qui elle peut voir, où est-ce qu'elle peut aller. Avoir des réflexions petit à petit de: «Tu vois trop souvent ces personnes-là» et en fait, la stratégie derrière, c'est d'isoler la victime et du coup, ne plus, enfin, la victime petit à petit va se sentir seule et va avoir plus de mal à demander de l'aide. Il peut aussi désapprouver ou interdire, sa conjointe de travailler, de poursuivre ses études ou toute autre activité. Donc ce contrôle coercitif, on en parle de plus en plus, c'est important de le connaître, pour comprendre vraiment tout ce mécanisme, ces mécanismes dans le cadre des violences conjugales qui fait que, il est difficile de partir et que l'auteur met en place, tout un système de domination et d'enfermement pour que, la victime reste. Je vais laisser la parole à ma collègue Anaïs Nuttall, sur le préjugé sur le dépistage systématique. Alors, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis docteur Anaïs Nuttall. Je suis gynécologue médicale et cofondatrice de la Maison des Femmes. Donc, merci au CORES de m'avoir invitée et merci à mes collègues pour ce topo. Donc, moi, je vais parler du préjugé 4. Si une patiente subit des violences, elle en parlera spontanément.
c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on dit, c'est que elle viendra en parler au médecin. Alors là, je vais m'adresser plutôt aux professionnels de santé. Elle viendra en parler et donc on pourra aborder la question. En fait, pas du tout. La HAS, donc la Haute Autorité de Santé, recommande depuis 2019 le dépistage systématique de toutes les personnes qui viennent consulter, le repérage systématique des violences. Alors, il y a un dépistage systématique et il y a aussi le dépistage sur signe d'alerte. Le dépistage systématique, moi, je le fais de manière assez simplement. C'est très facile quand on les fait pour les premiers entretiens. C'est-à-dire que quand on vient de rencontrer la personne, on peut lui poser la question de manière assez globale sur tous les antécédents médicaux, les antécédents familiaux, les antécédents chirurgicaux. Et donc, de manière spontanée, je pose la question à la fin de dire: est-ce que vous avez vécu dans votre vie des violences sexuelles, physiques, morales, dans l'enfance, à l'âge adulte, à l'adolescence? Et j'ai posé la question de l'enfance spécifiquement, j'ai rajouté la question de l'enfance spécifiquement parce qu'en fait, quand je posais la question, je ne retrouvais absolument pas les statistiques des violences dans l'enfance. Parce que je posais: est-ce que vous avez vécu des violences au cours de votre vie? Et donc, je me disais, c'est marrant, dans ma patientèle, je n'ai pas de personnes qui ont vécu de l'inceste ou des violences sexuelles dans l'enfance. Donc, évidemment que ce n'était pas possible puisque je n'ai pas une patientèle spécifique. Et puis, il n'y a pas de spécificité dans les violences. Donc, j'ai posé la question différemment et j'ai retrouvé les mêmes statistiques qui sont dont mes collègues ont parlé ultérieurement. Et donc, la question, elle est simple à poser. Et après, il faut savoir ce qu'on en fait de cette réponse, parce que c'est souvent le frein. Les personnes peuvent se dire: oui, ok, je vais un peu ouvrir la boîte de Pandore et qu'est-ce que je fais avec ça si je ne suis pas capable d'en faire quelque chose? Déjà, je crois que c'est très important de ne pas sous-estimer le fait de juste qu'il y ait un espace où ça soit possible d'en parler, sans que ce soit la police, la justice, la famille. C'est un espace de soins, donc qui est un espace, alors j'aime pas le mot neutre parce que je pense que rien n'est jamais neutre, mais c'est un espace où il n'y a pas de jugement et où il n'y a pas de conséquences puisqu'on est tenu au secret professionnel, sauf dans des rares cas, mais en tout cas, on est tenu au secret professionnel. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait avec? On va pouvoir orienter avec des réseaux de prise en charge des femmes victimes de violences. Moi, je vous invite, si vous voulez, il y a le Collège national des médecins généralistes qui a un kit qui est à disposition pour les violences. Et puis, il y a plein de choses qui existent un peu de partout, mais c'est d'avoir un carnet d'adresses vers qui on oriente quoi. Donc, j'ai une liste d'avocats qui sont spécialisés, j'ai une liste d'associations dans mon territoire qui sont spécialisées dans la question. J'ai une liste de psychologues qui sont spécialisés dans la question. Et ça, de le faire pour son territoire. Et comme ça, on n'est pas seul dans cette prise en charge et on peut orienter et on peut discuter aussi avec les collègues. On a mis des exemples de questions aussi de: est-ce que vous vous sentez en sécurité chez vous? Ça, c'est important parce que c'est ce qui va faire la différence entre le conflit et la violence. On peut souvent être questionné sur ce truc-là de: oui, mais en fait, moi aussi, je suis violente. Moi aussi, je crie. Moi aussi, j'envoie des objets. Ok, mais est-ce que vous avez peur? C'est-à-dire que la peur, c'est vraiment un bon outil pour faire la différence entre le conflit et la violence. Si tout le monde crie tout le temps et tout le monde se frappe, bon, c'est pas OK de se frapper, mais en tout cas, si tout le monde crie tout le temps et que aucun des deux n'a peur de l'autre, bon, c'est du conflit. Il va falloir rappeler les bases, on ne frappe pas, etc. Mais c'est du conflit. Alors que si on a peur pour soi, et j'ajouterais pour ses enfants, parce que parfois, il y a des personnes qui disent: non, j'ai pas peur pour moi, parce que je sais qu'il serait capable de pire. OK. Est-ce que vous lui laissez vos enfants? Non, parce que par contre, j'ai peur pour mes enfants. Alors, c'est de la peur. Et alors, c'est de la violence. Donc ça, c'est des questions qu'on peut poser. Et ça, c'est des questions qu'on peut poser notamment quand on revoit la personne. On revoit la personne et que c'est pas la première fois, donc on va pas refaire tous les antécédents médicaux, chirurgicaux. Mais par contre, si on la revoit, comment ça se passe à la maison?
Est-ce que ça va? Et quand est-ce qu'il y a du stress en ce moment chez vous? Est-ce que bon, et ça va pouvoir être des fils à tirer ensuite pour pouvoir dépister. La question de la grossesse est une question très importante et donne la possibilité de parler de ça. Déjà parce que 30% des violences conjugales commencent pendant la grossesse. Il y a quelque chose d'un schéma qui se joue, c'est-à-dire qu'il y avait l'homme et la femme, on a introduit une tierce personne, qui est l'enfant. Et du coup, ça va rebattre les cartes. L'enfant, il va venir un peu bouger tous ces schémas. Et pour l'agresseur, bon, bah, ça va bouger les choses. Et pour la femme, c'est-à-dire qu'elle n'est plus seule. Et ça va pouvoir aussi faire levier à certains endroits de se dire, OK, mais là, s'il est capable de faire ça alors que je suis enceinte, ça change quelque chose, puisque c'est plus moi qui l'attaque, mais c'est aussi un enfant qui l'attaque. Donc, ça peut changer les schémas, ça va changer les schémas. Et la femme, elle va consulter pendant cette période, puisqu'il y a un rendez-vous par mois, puisqu'il y a des échographies, il y a 3 échographies, il y a des prises de sang, il y a des moments où elle va être en lien avec d'autres personnes sur le soin. Et donc, on va pouvoir, à ce moment-là, dépister les violences. J'ai en mémoire une situation où alors, c'était sur un dépistage sur signe d'alerte. La patiente, elle avait des traces de griffures. Je lui pose la question, je lui dis, est-ce que vous êtes victime de violence? Et puis qu'est-ce que c'est ces traces? Bon, parce que moi, je vois des traces, vous savez, je travaille aussi à la Maison des Femmes, alors bon, ça m'interpelle, je pose la question. Et la femme, elle me répond, non, non, c'est mon chat. Ah, il est petit, bon, ok, donc très bien, elle a un petit chat, super. Elle revient à une autre consultation, je lui repose la question, ah, mais vous avez toujours des traces, le petit chat, il fait qu'on continue à faire des siennes. Ah bah oui, il est petit, vous savez, ok, très bien. Et en fait, à un moment où elle s'est sentie, parce qu'elle s'est sentie, et c'était pas avec moi, elle a pu parler de ces violences conjugales qu'elle vivait, donc il n'y avait pas du tout de petit chat et c'était bien son mari qui était responsable des griffures. Mais le fait que j'ai posé la question a créé un espace où elle se disait, OK, ici on s'en occupe, on s'y intéresse et je vais pouvoir en parler. Donc c'était dans son suivi avec une sage-femme par la suite qu'elle a exposé, mais en tout cas, ça a ouvert la porte vers quelque chose de on s'en occupe et c'est important d'en parler. Voilà, donc et c'est attendu. Et c'est ça qui est important, c'est que dans les patientes qui ont vécu des violences dans le passé et qui vont avoir des répercussions physiques sur, Vanessa en a parlé, sur la santé globale, sur des douleurs pelviennes chroniques, sur un état dépressif, une anxiété, enfin en tout cas, il va y avoir un impact sur la santé, elles vont attendre qu'on pose la question. Et si on ne pose pas la question, on est défaillant en tant que soignant, c'est-à-dire qu'on refuse de faire un lien qui pourtant peut être un lien pour les patientes. Voilà, donc je crois que c'est vraiment important de poser la question. Et après, les patientes se saisissent ou pas de la réponse. Et c'est important aussi de pouvoir dire qu'on va pas retraumatiser les femmes si on fait les choses correctement. C'est-à-dire que si on pose une question ouverte et les personnes nous répondent comme elles le souhaitent avec les éléments qu'elles ont envie de transmettre, on ne retraumatise pas. C'est sûr que si on pose la question puis qu'après on va gratter et de dire « Ah bon, et c'était qui, et c'était quand, et c'était quoi ?» et non, ça, là, on retraumatise. C'est pas en plus, ça peut être des choses qui se travaillent en psychothérapie, mais c'est pas du ressort du médecin généraliste ou de la sage-femme ou du gynéco, en tout cas du dépistage, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de créer un espace et de pouvoir accueillir une réponse. Voilà, je vais laisser la parole à mes collègues pour la suite. Merci Anaïs. Donc le dernier préjugé, si je ne dis pas de bêtises, nous l'avons choisi collectivement parce que c'est une expression finalement répandue et connue et qui, dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui, on pourrait dire à minima pose problème. Qui ne dit mot consent? Donc ce préjugé est très souvent répété, particulièrement problématique, est très présent dans la culture générale, mais elle ne correspond en rien à la réalité des violences sexuelles ni à la réalité du consentement en matière de santé.
Pour déconstruire ce préjugé, déjà, je vais partir d'une affirmation, à savoir le silence n'est pas un accord. C'est un premier point essentiel, simple. Le silence ne peut pas être interprété comme un consentement. Ne pas dire non n'est pas dire oui, et ne pas réagir n'est pas consentir. Sur le plan juridique, d'ailleurs, cette notion de consentement a récemment été renforcée en droit français avec la loi du 6 novembre 2025 qui a modifié la définition des infractions sexuelles dans le code pénal en intégrant explicitement la notion de non-consentement comme élément central de qualification du viol et des agressions sexuelles. Concrètement, le texte précise désormais qu'un viol ou une agression sexuelle est caractérisé lorsqu'il est commis sans consentement et il encadre plus précisément également la notion elle-même de consentement. Le consentement est ainsi compris comme devant être libre, éclairé et surtout non présumé. Il ne peut donc jamais être déduit du silence, de l'absence de réaction ou du contexte relationnel seul. La loi rappelle également qu'il n'y a pas de consentement lorsqu'un acte sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur forme. L'article 222-2 du Code pénal est désormais rédigé ainsi. Je vous lis que le début. Constitue une agression sexuelle, tout acte sexuel non consenti sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur. Il est évalué ce consentement également en fonction des circonstances. Il doit être libre, éclairé, spécifique, préalable, révocable. Je reviendrai un peu plus tard sur ce que signifient réellement ces adjectifs-là. Il ne peut donc jamais être déduit du silence ou de l'absence de réaction, notamment lorsque la victime est endormie, inconsciente, sous emprise ou en état de sidération. Cette évolution vise donc à examiner le comportement de l'agresseur, l'objectif étant de comprendre comment l'auteur s'est assuré du consentement de la victime. Le texte, encore une fois, précise, comme je vous l'ai dit, qu'il ne peut pas y avoir consentement avec violence, contrainte, menace ou surprise. C'était déjà dans les textes précédents, mais il le reprécise, notamment pour recouvrir les cas de sidération ou d'emprise. Donc, en soi, ce n'est pas tant une rupture totale avec le droit antérieur, plutôt qu'un déplacement du regard. On ne se limite plus uniquement à la démonstration de la violence ou de la contrainte, on interroge plus directement la réalité du consentement. Cela traduit donc une évolution importante des représentations juridiques et sociales des violences sexuelles, qui rejoignent directement la question que nous traitons aujourd'hui. Mais qu'est-ce que réellement le consentement? Je vous l'ai dit, donc, pour être valable, il doit être libre, éclairé, spécifique, préalable, révocable. Libre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être obtenu sous l'effet de la violence, de la contrainte, de la menace, de la surprise, ni plus largement sous pression, peur ou emprise. Le consentement suppose une absence de contrainte explicite ou implicite. Il doit être donné de plein gré. Éclairé. Éclairé, cela signifie que la personne doit comprendre ce à quoi elle consent, la nature du geste, son déroulement, ses implications possibles. Sans information suffisante, il ne peut pas y avoir de consentement réel. Toutes les personnes impliquées doivent être en pleine possession de leurs moyens. Spécifique. Cela implique que le consentement ne vaut que pour un acte précis, dans un contexte précis. Consentir à une situation ou à un geste ne signifie pas consentir à tout autre acte ou à toute autre extension non explicitement acceptée. Il concerne donc un acte et un moment précis. Préalable. C'est très important aussi la notion de consentement préalable. Cela veut dire qu'il doit être donné avant l'acte. Il ne peut pas être reconstruit a posteriori, ni supposé par défaut. Irrévocable. Celui-là, on l'oublie régulièrement. Révocable signifie qu'il peut être retiré à tout moment. Un consentement initial ne vaut pas pour la durée entière d'une situation.
Il peut être retiré, même en cours d'interaction. L'accord peut être retiré à tout moment, et si on parle de rapport sexuel, il peut être retiré même si l'acte sexuel en lui-même a démarré. Ces éléments rappellent donc que le consentement n'est pas une absence de refus, mais une décision positive, située et évolutive. Il peut être formulé par des propos, par des comportements ou les deux. Mais pourquoi le silence existe dans les violences? Dans les situations de violence, le silence, comme on l'a dit, ne signifie pas l'accord. Il peut traduire autre chose. Il peut traduire la peur, la sidération, l'emprise, la contrainte. Dans ces situations, la personne ne peut pas dire non, précisément parce qu'elle est dans l'incapacité physique ou psychique de le dire. Dans de nombreuses violences, il n'y a pas de violence physique explicite au moment des faits, mais il peut y avoir une contrainte psychologique, relationnelle ou contextuelle qui rend impossible un véritable consentement. Cette question du consentement a été rendue particulièrement visible dans l'actualité récente, et notamment à travers le procès des viols de Mazan. Je vous en parle rapidement, notamment pour vous citer une illustration de ce que l'on est en train de se dire. Plusieurs hommes poursuivis ont expliqué devant la cour qu'ils pensaient disposer d'un consentement, non pas exprimé par la victime elle-même, mais parce qu'il leur aurait été donné par son mari. Et cette idée est particulièrement éclairante sur les représentations encore à l'œuvre. Car, encore une fois, juridiquement comme éthiquement, le consentement ne peut jamais être délégué, transféré ou supposé par un tiers. Personne ne peut consentir à la place d'une autre personne. Et lorsqu'une personne est inconsciente, endormie, sidérée ou privée de sa capacité à exprimer librement sa volonté, il ne peut pas y avoir de consentement. La question du consentement est parfois plus complexe encore. Le livre de Vanessa Springora, dont le nom illustre parfaitement nos propos aussi, le consentement, lui fait état d'une autre réalité, celle d'un consentement qui semble exister en apparence, mais qui s'inscrit dans un contexte de très forte asymétrie de pouvoir. L'autrice y raconte la relation, les agressions sexuelles et finalement les viols qu'elle a vécu adolescente avec un homme adulte, reconnu, influent et admiré. Et cela nous oblige à poser une autre question essentielle. Peut-on parler d'un consentement véritable lorsqu'il existe un écart majeur d'âge, d'autorité, d'emprise ou de dépendance? Autrement dit, le consentement ne se réduit jamais simplement à la présence ou l'absence d'un oui. Il se pose une liberté réelle de choix. Et cela nous invite à déplacer notre regard. Au lieu de se demander uniquement si la personne a résisté ou dit non, il faut aussi s'interroger sur cette réelle capacité à consentir librement. Dans ce cas précis, on parle d'une enfant de 14 ans. Cette question donc du consentement ne concerne pas uniquement la sphère intime ou privée, elle traverse aussi les pratiques de soins, mais je vais laisser bien évidemment Anaïs Nuttall développer les implications très concrètes dans les situations cliniques et les examens et l'importance du consentement aussi dans ce cadre-là. Merci. Est-ce que vous pouvez remettre la diapo juste d'avant? C'était la fin de la diapo, merci. Alors oui, j'aimerais revenir aussi sur un autre truc juste avant de parler du soin, c'est quand on a parlé qui ne dit mot consent, il y a une réaction physique archaïque du corps au psychotrauma. On parle des 4 F, le fight, flee, freeze et fawn. Donc, on parlait souvent des 3 F et il y a le 4e de faune qui a été rajouté. Donc, fight, c'est on se bat. Flee, c'est on fuit. Freeze, c'est on freeze, on bouge plus. Et donc, ça, du coup, ça va être compliqué pour se dire non quand on est complètement sidéré et qu'on ne parle pas. C'est ce que vous avez dit, Vanessa. Et dans le dernier F, et là, ça va être encore plus compliqué, c'est le fawn. Et ça, c'est ça va être, on va
flatter l'agresseur. Parce qu'en fait, la réponse va être de se dire, OK, bah, si je le flatte, peut-être que je vais pas mourir. Et alors là, on part dans un truc encore plus compliqué. Et si on n'a pas compris les mécanismes de défense archaïques, eh ben, ça va être très compliqué de pouvoir expliquer ce qui s'est passé et pourquoi on s'est mis à flatter l'agresseur alors qu'on était en situation d'agression. Et donc, pour faire la suite, dans le préjugé qu'on a évoqué, c'est le soin n'est pas un espace de violence. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qui faisait violence? On a dit que c'était un rapport de domination et un déséquilibre. Dans le soin, il y a un médecin qui, avec toute l'horizontalité qu'on veut prôner et qu'on veut mettre en avant, je crois que c'est un peu se mentir à nous-mêmes de se dire que c'est complètement horizontal. Il y a un soignant qui est là et il y a un soigné qui vient chercher des réponses et du soin. Et qui va parler et se mettre littéralement à nu pour le soin gynécologique devant quelqu'un qui est lui habillé et qui est en plus en position haute si la personne elle est allongée sur une table. Donc on a vraiment une position de domination. Et donc, l'objectif, ça va être déjà de prendre conscience de ça, de se dire qu'on est dans un rapport qui n'est pas horizontal et donc qu'il faut qu'on soit d'autant plus vigilant dans le consentement des patients et de se dire que ça va être vecteur de violence, quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse. Et donc, de pouvoir pratiquer le soin en ayant ça en tête pour pouvoir minimiser tout le temps ce rapport de domination. L'examen gynécologique, c'est super intrusif. C'est l'intime. On va littéralement rentrer dans l'intime de la personne. Donc, si ce n'est pas fait avec un consentement libre, éclairé, enthousiaste et réversible, c'est super violent. Et mais ça vaut pour tous les gestes, enfin, ça devrait valoir pour tous les gestes invasifs. Et d'autant plus chez des personnes qui ont déjà vécu des violences, le seuil va être, la réceptivité de la violence va être variable d'une personne à l'autre. Et donc, il va falloir d'autant plus faire attention à ce qu'on fait chez des personnes qui ont déjà vécu des violences, parce que ça peut refaire écho à des situations qu'elles ont déjà vécues et refaire traumatisme à des situations qu'elles ont déjà vécues. Donc, les violences obstétricales et gynécologiques, il y a eu des recommandations qui sont sorties en 2024 qui, à mon sens, ça me paraît fou qu'on ait dû faire des recommandations pour dire à des médecins de faire attention à leurs soignantes, à leurs soignés, mais bon, ça a été fait, donc ça a le mérite d'avoir été fait et donc de valoir comme recommandation dans la communauté scientifique, dans la communauté des médecins. Les recommandations, c'est hyper important. On est en obligation de se plier à ces recommandations. Donc en 2023, le CNGOF, le Collège national des gynécos et obstétriciens de France, ont recommandé de on fait des recommandations sur l'examen gynécologique, c'est-à-dire quand est-ce qu'on examine nos patientes, quand est-ce que c'est pertinent, quand est-ce que c'est pas pertinent, et que du coup, s'il n'y a pas d'intérêt clinique, il ne faut pas examiner les patientes, parce que du coup, ça ne sert à rien, et c'est traumatisant pour rien. Et comment on fait? Comment on examine nos patientes? Et donc, on en est arrivé à faire des recommandations sur il faut une salle à part, il faut un vestiaire, il faut qu'elle soit couverte, des choses qui peuvent paraître être du bon sens, mais qui sont maintenant posées sur des recommandations par le CNGOF. Et pour replacer le consentement dans le soin, ce qu'il est important, ce qui a été évoqué, c'est d'expliquer avant. On a dit que le consentement il devait être éclairé. Donc, l'examen gynécologique, c'est un spéculum que je vous montre, que je vais introduire. Je prends l'exemple de l'examen gynéco, mais ça doit être valable pour tout ce qu'on fait. Que je vais introduire dans votre vagin, je vais ouvrir le spéculum et je vais pouvoir voir votre col. Je vais être amenée ensuite à prendre une brossette et à frotter le col. Vous pouvez sentir que ça frotte, voire une douleur. Ça, je peux pas, la douleur étant subjective, je ne peux pas vous le dire. Et ensuite, je vais enlever le spéculum. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet examen? Est-ce que ça vous va? On est d'accord? On n'est pas d'accord? Et ça veut dire accepter le refus.
Si la personne n'est pas d'accord, bah, elle n'est pas d'accord et elle a le droit de refuser. Et ensuite, si elle n'est pas d'accord, on va lui expliquer, nous, ce qu'on attend, enfin, on l'explique avant, hein, même ce qu'on attend de cet examen et pourquoi on pense que c'est important pour sa santé. Et si on n'est pas dans une situation d'urgence vitale ou de vie ou de mort, bah, le consentement est éclairé et libre. Elle a compris ce que j'attendais de cet examen, elle a compris ce qu'elle attendait de cet examen, et si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et ça peut être temporisé, ça peut être revu plus tard, ça peut être à un autre moment ou pas du tout. Et bon, et on suit et on accepte ce refus. Donc on l'explique avant et ensuite, quand on va faire l'examen, on prévient. Donc je vais mettre le spéculum. C'est-à-dire qu'elle sait ce qui va se passer. Et donc là, c'est maintenant que ça se passe. Je vais mettre le spéculum ou je peux mettre le spéculum. Ok, d'accord, on y va. Et si ça fait mal et si elle dit je veux que ça s'arrête, on s'arrête. On dit pas non, serrez les fesses, madame, c'est bientôt fini, attendez, voilà. Et ça, c'est important et ça vaut pour tous les gestes. Et dans la dernière phase de redonner du pouvoir à la patiente, eh ben, ça peut aussi être elle qui met le spéculum, ça peut être elle qui va mettre la sonde endovaginale. Et donc, bah, du coup, c'est elle qui décide quand et comment. Et d'ailleurs, moi, je pose même pas la question de est-ce que je peux mettre le spéculum, c'est vous me dites quand je peux mettre le spéculum. Du coup, bah, ça prend pas plus de temps. Enfin, c'est vraiment, ça se joue à 2 secondes près, quoi. Le moment où elle va dire oui, où elle a juste besoin de prendre une respiration peut-être, et puis, OK, on peut y aller, ou elle va mettre elle-même le spéculum. C'est vraiment, ça fait pas perdre de temps, parce que ça, c'est une inquiétude qu'ont les soignants de se dire: «Ah oui, mais si je commence à demander à tout le monde l'autorisation, ça va mettre 1000 ans». Bah non, ça prend pas plus de temps. J'ai un peu de retard dans mes consultations, mais c'est parce que je parle beaucoup, mais c'est tout. Voilà, donc c'est très, très important et surtout toujours de l'avoir en tête, de se dire que, OK, ça peut être violent et pas de se dire, puisqu'elle est rentrée dans la consultation de gynéco, elle s'attend bien à ce qu'à un moment, elle soit à poil et que je mette un spéculum. Enfin, je veux dire, je suis gynéco. Ça, c'est vraiment, faut lutter contre ça et même d'un truc personnel, quoi, de toujours avoir besoin on a toujours besoin de se le redire, quoi, de se dire, il faut que tout ce que je fasse soit expliqué et que tout ce que je fais soit consenti. Et pouvoir entendre qu'on a été violent aussi. C'est-à-dire qu'elles aient la capacité et qu'elles aient la possibilité de revenir nous voir en nous disant c'était terrible, enfin, j'ai très très mal vécu ce qui s'est passé. Ok, bah alors déjà je suis désolée, on s'excuse. Et puis, ça va pas se reproduire, on va faire en sorte que ça se reproduise pas. Pouvoir accepter ça aussi, c'est possible qu'on soit violent, et même si on le veut pas, quoi. L'intentionnalité n'a pas d'impact, quoi. Même si c'était pas mon intention, j'ai été violente, OK. Voilà. Et je pense qu'on a terminé sur les topos. On a juste une dernière diapo. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Il y a quelques questions qui sont remontées dans le chat. La première question qui est posée par Stéphane, qui est infirmier, qui concerne le moment où vous avez présenté le cycle des violences et explicité le contrôle coercitif. Stéphane demande comment sortir de la spirale infernale lorsque l'on a connaissance des faits. Alors déjà, je suis pas certaine que l'objectif, enfin, il faut pas que l'objectif, ça soit à tout prix de sortir de la spirale infernale. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on veut qu'elle sorte de la spirale infernale, mais ce qu'on fait à la Maison des Femmes et ce qu'on fait, enfin, il se trouve qu'aujourd'hui, je fais une formation pour les médecins généralistes, donc c'est pas à la Maison des Femmes, c'est aussi avec d'autres personnes. Ce qui est important, c'est de répondre à la demande de la patiente. Quelle est sa demande au moment où quelle est la demande? Hormis s'il y a urgence, s'il y a violence sur des mineurs, par exemple, ou s'il y a situation de danger immédiat et d'emprise. Mais le sortir de la spirale, je crois que ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de pouvoir écouter ce qui se passe, pouvoir faire du lien, c'est-à-dire que pouvoir revoir, et peut-être qu'elle ne va pas sortir tout de suite, mais elle va revenir, vous allez pouvoir l'accompagner, vous êtes au courant, vous êtes ce qu'on aime bien comme mot, c'est le témoin lucide, c'est-à-dire que vous remettez un cadre, vous remettez des mots sur ce qui est en train de se passer et vous
décalez un peu, vous faites le pas de côté. Et du coup, à un moment donné, si elle se rend compte par elle-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on espère que ce ne soit pas sur la crise de trop, mais en tout cas, il y a un moment où ça va bouger et vous serez là et vous aurez déjà enclenché les choses. Il y a des recommandations qui disent de pouvoir commencer à aborder, d'avoir un peu peut-être créer un compte, d'avoir de l'argent, d'avoir des affaires, d'avoir quelque chose de prêt à côté pour que quand ça sera le moment de partir, ça puisse être possible. Mais la spirale, c'est vraiment, enfin, peut-être que Vanessa, vous voudrez aussi compléter, mais je crois que c'est vraiment de pouvoir, en tout cas, en tant que personnel soignant, c'est de pouvoir être là et de pouvoir juste au moins recevoir ça. Un autre truc qui est important, c'est de reconnaître l'ambivalence dans laquelle elles sont. Parce que si on se positionne en disant mais il faut tout de suite partir, c'est scandaleux ce que vous êtes en train de vivre, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de vivre, on ne reconnaît pas leur réalité qui est que il y a quand même cette phase de lune de miel et elles se sont quand même mis en couple avec quelqu'un qu'elles pensent, qu'elles croient et qu'elles ont connu extraordinaire. Et donc, ne pas reconnaître ça, c'est nier leur réalité. Et je pense que c'est important de pouvoir aussi entendre ça, de dire on sait que c'est compliqué, on sait qu'il n'est pas que violence et qu'il y a des moments où il est l'homme que vous avez connu. Et donc déjà, ça peut permettre aussi de garder le lien. C'est pas très... Enfin, je ne sais pas si ça aide. Peut-être que Vanessa, Merci, vous voulez... Oui, peut-être que Vanessa, tu pourrais préciser les obligations professionnelles et puis apporter un regard peut-être différencié en fonction des types de violences. Violence sur les enfants, harcèlement sexuel au travail, pour différencier avec les violences conjugales. Oui, et pour rebondir du coup sur la question aussi, je crois que je l'avais noté, c'était comment sortir donc de la spirale infernale lorsqu'on a connaissance des faits. Et là, je rejoins ce que disait Anaïs, à savoir que, en fait, je complète peut-être ce qu'a dit Anaïs. Déjà, c'est seule la victime peut sortir du cycle des violences. Enfin, nous, on n'a pas ni de baguette magique, ni de cape de super-héros ou super-héroïne qui vont faire attention, madame, ne vous inquiétez pas, on est là, on va vous sortir du cycle des violences. Non, ça, il n'y a que la victime qui peut en sortir elle-même, mais il faut aussi lui reconnaître et lui donner ce pouvoir d'agir. Par contre, elle ne peut en sortir que si elle est bien accompagnée. Et accompagnée, bien évidemment, par les professionnels de santé, du soin, mais aussi penser, quel que soit le secteur dans lequel on évolue, qu'on n'est pas son seul ou sa seule interlocuteur ou interlocutrice, et que nous, on va toujours... Enfin, le biais, le risque, et qu'on regarde dans notre propre champ d'intervention, donc voilà, moi je suis médecin, moi je suis gynéco ou autre, peu importe, ou moi je suis juriste, hein, si on parle des professionnels du droit. Et en fait, il faut toujours garder à l'esprit que la victime, elle est au milieu d'un réseau d'acteurs à qui on lui dit d'aller, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut aller là. Et donc, nous, on se dit, bah, ce que je vais lui demander de faire, ça va être très facile, hein, c'est pas bien compliqué, prendre rendez-vous chez un psychologue, une psychologue. Sauf qu'avant, elle a vu le travailleur social, la police, si l'affaire est judiciarisée. Enfin, donc, rester humble aussi par rapport à soi-même et toujours valoriser quelque démarche que ce soit que la victime va faire. Ça, c'est primordial pour qu'elle puisse sortir. Et là où c'est vrai, souvent on met le mot ambivalence, et en fait, c'est les allers-retours que peut faire la victime, expliqués par le cycle des violences et par le contrôle coercitif tel qu'il vous a été décrit précédemment. Voyez-le comme un processus d'apprentissage, en fait. C'est pas un échec. Le fait que finalement, la fois d'après, quand vous allez la voir à la prochaine consultation, bah oui, elle vous avait parlé la fois d'avant, et en fait, bah là, elle vous dit que bah non, tout va bien, non. Pensez lune de miel, pensez cycle de violence, mais surtout valoriser pour ne pas rompre le lien, en fait. Mais c'est pas grave. Bah, ne la jugez pas. Et même si ça vous semble minime ce qu'elle a pu faire, pour elle, c'est un processus d'apprentissage à la sortie des violences et il faut toujours le valoriser. Donc ça, c'est notre posture professionnelle, quelle que soit la fonction que l'on occupe, qui est importante. Ensuite, pour revenir à l'aspect un peu plus peut-être légal, effectivement, selon ce qu'il vous est révélé, vous aurez des obligations qui s'imposent à vous. Médecin ou pas, secret professionnel ou pas. Mais ça, là, ce qui est
très intéressant aussi, c'est que l'HAS aussi a créé un guide, en tout cas pour vous aider à identifier, ce qui n'est pas simple quand on est professionnel de soins et de santé, à quel moment l'obligation de signalement s'impose à vous. Et donc, vous êtes autorisé par le code pénal à lever le secret professionnel. Alors, les textes n'arrangent pas souvent les choses, d'où le fait qu'il y ait un guide dédié aux professionnels du soin pour le faire, parce qu'en fait, c'est en cas de danger imminent sur la vie de la victime, et si celle-ci est sous emprise. Autant vous dire que dès lors qu'on parle de violence conjugale, on parle d'emprise, par définition. Donc, il y a cet aspect-là de signalement qui rentre en compte pour les femmes, les victimes majeures. Je mets de côté ce petit aparté. Dès lors qu'il y a des mineurs, les violences faites aux mineurs, qu'elles soient physiques ou psychologiques, là, la question ne se pose pas. Le signalement est obligatoire si on est face à des violences. Si on est face à quelque chose plutôt qui nous préoccupe, un risque de danger, ce qu'on pourrait appeler la négligence, alors là, on est sur de l'information préoccupante. Quoi qu'il en soit, il y a des points entre les deux. Information préoccupante, c'est protection de l'enfance, conseil départemental. Signalement, c'est justice, procureur de la République. Mais les deux peuvent être croisés. Une information préoccupante peut être qualifiée en signalement. Un signalement peut être qualifié en information préoccupante. Et il peut y avoir un parcours judiciaire au niveau pénal, comme au niveau de la protection de l'enfance, en parallèle aussi. Ce qui est important, je pense, parce que, et là, vous êtes des professionnels du soin aujourd'hui, mais vraiment, cela concerne tous les professionnels dans quelque champ que ce soit. On est souvent confronté, je ne sais pas si Anaïs et Bérénice le sont également, dans le cadre des formations que l'on peut animer, des sensibilisations, à parfois la frilosité des professionnels à écrire. Et quand on dit écrire, en fait, ça n'est pas réinventer l'histoire, ça n'est pas apporter un jugement, ça veut dire rester très factuel. Et on est plutôt comme des lanceurs d'alerte, en fait. On n'est pas en train de faire le procès de qui que ce soit ou d'incriminer directement qui que ce soit, mais par contre, on a recueilli une parole, et cette parole, il faut qu'on la transmette aux autorités compétentes. Parce qu'on ne peut pas rester seul avec une parole, et que ce n'est pas à nous d'évaluer si ce qui nous a été dit est vrai ou faux. On n'est pas des enquêtrices. Tout à l'heure, Anaïs le soulignait à très juste titre par rapport au dépistage systématique et au questionnement systématique. Le questionnement systématique, c'est pour le repérage, c'est pas pour mener une enquête. Vous n'êtes pas policière, je ne le suis pas non plus. On n'est pas magistrat, donc on n'est pas juge. Il y a des fonctions pour cela. Par contre, notre obligation, notre rôle, il est de signaler, d'informer les autorités quand des mineurs sont en danger ou en risque de l'être. Moi, je rajouterais, vous dites, Stéphane, dans le chat, qu'on peut avoir le concours aussi des collègues assistantes sociales. En fait, il faut s'entourer. C'est-à-dire que si vous avez une situation qui vous pose problème et pour laquelle vous vous posez la question d'un signalement ou d'une IP à juste titre, vous êtes face à un mineur, il vous a fait des révélations qui sont graves et qui doivent être signalées. On peut appeler la CRIP, c'est-à-dire prendre son téléphone, parler avec la CRIP. Bonjour, j'ai cette situation, qu'est-ce que je fais, à qui j'envoie, comment je rédige, ils sont là pour ça. Et on peut aussi appeler dans les situations qui nous semblent plus graves ou si on a des questions, les astreintes de procureur de la République. On présente souvent, enfin moi j'avais cette idée-là quand j'étais plus jeune et avant de complètement faire des violences, de le procureur de la République, j'avais l'impression que c'était Dieu ou le Père Noël, quoi, quelqu'un qui n'existe pas, qu'on ne peut pas contacter et qu'il faut vraiment être sûr de ce qu'on raconte. En fait, c'est un peu comme le 15. On appelle pour poser la question, on est devant une situation qui nous inquiète, on va en référer à l'autorité compétente. Et l'autorité compétente, c'est le procureur de la République. On va leur dire, voilà la situation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écris un signalement? Comment j'écris mon signalement? Et même, nous qui sommes habitués à faire des signalements, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais une situation qui me posait problème. J'ai appelé le vice-procureur de la République. Je lui ai dit, voilà, j'ai cette situation-là. J'ai besoin que, je ne sais pas vraiment quoi faire, je ne sais pas vraiment comment le rédiger. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et on a échangé ensemble sur la situation. Et voilà, il m'a donné ces éléments. De toute façon,
Tant qu'on ne donne pas de nom, bon, bah, on parle juste d'une situation. Et comme ça permet d'avoir toutes les informations et ensuite de pouvoir faire un signalement. Et ce qu'il faut aussi se présenter aux personnes, c'est que on ne fait pas dans leur dos. On le fait avec elles et pour elles. Et donc, nous, on lit systématiquement aux victimes les signalements. On ne fait pas de signalement sans en informer les personnes, qu'elles soient d'accord ou pas. Et moi, je présente aussi le signalement pour les majeurs, pas pour les mineurs, mais pour les majeurs, je présente le signalement en disant que la loi m'autorise à lever le secret médical dans le cadre d'un danger immédiat et de non-prise. En général, quand je les reçois pour le premier entretien, je peux leur dire j'ai déjà tous les critères. Dans le vade-mecum de l'ordre des médecins m'autorise à le faire. Vous avez les critères, il y a un mineur, il y a danger répété, chronicisation, vous avez l'emprise. Enfin, j'ai déjà tous les critères, donc je pourrais le faire. Je ne vais pas le faire parce que je pense que ce n'est pas pertinent à ce moment-là. Mais si, à un moment, je vous sens trop en danger ou j'estime que le danger collectivement, c'est-à-dire que je ne prends pas de décision seule, je prends des décisions en équipe, je pense que le danger est trop important, je ferai le signalement. Et dans l'autre sens, vous pouvez vous servir de moi si vous souhaitez. À un moment où vous vous sentez trop en danger, mais vous ne voulez pas vous-même aller déposer plainte, je prendrai la responsabilité de faire le signalement. Et du coup, ben, c'est pas caché. Et nous, on a déjà eu des personnes où, OK, on a créé du conflit, enfin, elles n'étaient pas d'accord avec nous sur le fait de faire un signalement. Mais en fait, c'était trop grave, on les avait prévenues, on a lu le signalement avec elles, on leur a expliqué qu'on allait faire le signalement. Et il y en a certaines qu'on a perdues de vue, mais en fait, on est au courant que finalement, elles sont suivies ailleurs par d'autres personnes parce qu'on estime que, on croit et on est assez positif pour se dire que sociétalement, elles vont être récupérées par quelqu'un d'autre à un moment donné et que ce maillon-là, c'était à nous de le faire. Et il y en a d'autres qu'on garde, qui continuent à venir à la Maison des Femmes et elles n'étaient pas d'accord avec le signalement, mais finalement, on a fait le signalement et c'est plus dans leurs mains et c'est plus dans nos mains, c'est dans les mains de la justice. Et du coup, ça s'est fait. Et après, c'est comme tout, il faut faire pour que ça nous fasse plus peur. Mais en tout cas, le truc vraiment important, c'est de pouvoir appeler soit la CRIP, soit le procureur, soit la Maison des Femmes, soit les CDFF, les liens que vous avez avec des personnes qui connaissent et qui peuvent vous éclairer sur la situation et peuvent vous donner des pistes. Merci Anaïs. Je rajouterai juste ça, c'est vraiment très court. Et ne soyez pas frustrés aussi de ne pas avoir d'infos sur les suites données. Il peut arriver que vous en ayez, mais la plupart du temps, vous n'en aurez pas. C'est frustrant. Ça peut être difficile à vivre et à gérer, mais en fait, c'est normal. Encore une fois, parce que notre rôle, là, en tout cas dans ce qu'on est en train de discuter, c'est d'alerter, de signaler, d'informer et pas forcément d'être partie prenante des suites données. Après, pas plus tard aussi que la semaine dernière, on a eu un retour suite à une information préoccupante que nous avions faite, mais je vous dis, on en a un pour 10 de faits, 100 de faits peut-être même. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Je voudrais revenir sur la question des jeunes, des adolescents, des scolaires. Sandra qui indique qu'elle travaille en EVARS, donc en éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, notamment auprès des scolaires, aurait aimé vous entendre sur la question du consentement. Elle explique que les garçons, quand elle aborde ces sujets, lui disent que faire si la personne était consentante et qu'elle porte plainte plus tard. Elle aimerait bien avoir vos avis là-dessus. Peut-être Bérénice? Que faire la personne et qu'elle porte plainte plus tard? En effet, c'est une question qui peut être posée. Après, ce qui est important, c'est de rester sur la personne. C'est elle qui a ce discours-là. Donc, si elle a porté plainte, c'est qu'elle s'est sentie à ce moment-là qu'elle n'a pas réussi à donner son non-consentement. Donc, pour moi, c'est important de leur dire que c'est la victime qui a sa parole, je sais pas si c'est clair, et c'est à nous de croire ce qu'elle dit. Je dirais ça en première intention. Après, je sais pas comment vous voulez compléter, Anaïs ou Vanessa. Oui, je suis assez d'accord et ça fait peut-être le lien avec l'intentionnalité, c'est-à-dire qu'on peut être violent sans intention et que c'est très important de s'assurer et de créer, d'anticiper et de créer un
tout un environnement favorable pour pas que la situation se présente. Et que s'il y a un dépôt de plainte après, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui n'y a pas, comme Bérénice le dit, elle s'est sentie elle s'est sentie violentée. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui n'a pas été mis en place pour qu'elle se sente complètement bien. Et vraiment, peut-être réinterroger à ce moment-là, re-questionner sur les préjugés. Alors, c'est quoi les stéréotypes que tu as dans le genre, qu'est-ce que tu attends d'un rapport sexuel? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un rapport sexuel, il peut être non consenti? Et pourquoi tu peux ne pas voir qu'il a été non consenti? Qu'est-ce qui s'est joué? Quelle est la cause? Enfin, voilà, pouvoir re-questionner ça, mais en tout cas, vraiment pouvoir dire que l'intentionnalité n'a pas besoin d'être là pour qu'on se sente quand même violenté et que ça soit légitime d'être en situation de violence. Et moi, j'ajouterais même, peut-être Vanessa, tu vas rebondir, mais la question du mythe de la femme qui porte plainte ou de la fille qui porte plainte parce qu'elle va en tirer quelque chose. Ouais, bien sûr. Complètement. Et ça revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure lors du préjudice sur le consentement, c'est-à-dire que là on parle d'adolescents et intervenants aussi, enfin mes collègues notamment auprès d'adolescents, c'est très régulièrement que des garçons font valoir cela, ou alors avec la question de l'alcool aussi. Oui, mais si on a tous les deux bu, du coup ça annule. Non, en fait, si vous avez tous les deux bu, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir consentement, et donc potentiellement c'est un rapport non consenti, parce que notre consentement est altéré, notre capacité à répondre est biaisée par le produit, que ce soit l'alcool ou autre produit addictif, hein. Mais effectivement, c'est un gros travail de sensibilisation et de prévention. Là même, une de mes collègues a monté une action spécifique autour du consentement, parce que ça revient régulièrement, c'est discutable. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, mais c'était le Haut Conseil à l'égalité ou le Centre Hubertine Auclair, mais qui avait passé un questionnaire anonyme auprès d'hommes assez jeunes, hein, entre, je crois, 15 et 34 ans. Et en fait, on était à des chiffres effarants sur finalement des questions un peu anodines, mais qui décrivaient très clairement un passage à l'acte violent et donc potentiellement un viol, où plus de 30% avaient répondu par l'affirmative, par exemple. Non, mais si la fille, elle a bu, elle dort, est-ce que je peux du coup en profiter, voilà, sans violence, sans rien. Encore une fois, ça vient, ces remarques de jeunes personnes, hein, que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs, viennent en écho à ce qui nous est donné à voir dans les médias par divers biais sur le viol. Le viol est forcément violent, le viol c'est forcément un inconnu, le viol c'est forcément, voilà, comme on le disait tout à l'heure, dans la rue, dans la nuit, etc. Parce que la victime ne devait pas être là où elle se trouvait, en fait, elle a un peu cherché. Et finalement, quand on revient aux définitions juridiques et aux exemples concrets du viol et qu'on reprend ces adjectifs un par un aussi, ça vient donner une autre coloration. Et j'ai envie de dire aussi, le meilleur garde-fou, quel que soit le professionnel que l'on est, c'est la loi. En fait, après, on peut discuter de oui, on est d'accord, pas d'accord. Moi, j'utilise souvent vous savez, on a tous un code moral. On est là 54 aujourd'hui dans ce webinaire. Il y a 54 codes moraux parce qu'on a tous un passif, une histoire personnelle, professionnelle qui fait que on va accepter tel ou tel comportement, d'autres pas du tout. Là où, voilà, il y en a 54. Par contre, de code pénal, il n'y en a qu'un. Et on y est tous soumis et soumises. Et ça, même quand on est professionnel de santé, sans connaître les articles de loi précisément, sans connaître leur contenu, vous pouvez vous appuyer dessus. Les violences sexistes et sexuelles sont toutes, à minima, des délits et donc condamnées par la loi. C'est pas vous, docteur, c'est pas vous, sage-femme, c'est pas vous, soignante, qui donnez un avis ou un jugement. Vous appuyez sur la loi. Et pour les jeunes, j'ai envie de dire, c'est pareil. Ça peut être un bon appui, en tout cas. J'ai juste un Oui. truc, attention, parce que j'ai des patientes qui sont venues me voir juste après le passage de la loi sur le consentement, en disant bon du coup la loi a changé, je veux porter plainte maintenant parce que du coup mon consentement rien. La loi n'est pas rétroactive, donc pour les faits qui ont eu lieu avant, c'est la loi d'avant qui s'applique. Enfin, je pense que Vanessa, vous pourrez me corriger, mais
Du coup, ce qui s'applique, c'est la loi telle qu'elle était en vigueur au moment où se sont passés les faits. Juste à l'avoir en tête. Et encore une fois, oui, mais comme je le disais, là, on a l'impression, parce que aussi là, le traitement médiatique qui a eu une révolution, en fait, on a nommé le fait de rapport non consenti, mais la notion du consentement libre, éclairé, réversible, etc., elle existait avant. Donc en fait, rien n'empêche aux personnes de déposer plainte. Enfin, peut-être après, c'est une interprétation qu'elles en ont vu, elles se sont dit la charge de la preuve, etc., ça va être plus complexe. Et encore une fois, déposer plainte, ça ne veut pas dire condamnation. Là aussi, on est souvent avec notre posture professionnelle, il suffit de déposer plainte. Non, le dépôt de plainte, c'est le début d'un parcours de combattante judiciaire. Et je vous rappelle encore une fois que 9 plaintes sur 10 pour les violences sexuelles sont classées sans suite et que parmi celles qui sont poursuivies, une seule sur 10 aboutit à une condamnation. Donc, voilà. Déposer plainte, c'est faire valoir un droit. Toutes les victimes ont le droit de le faire. Présager de la suite, anticiper de la suite, ça, on ne peut pas. Personne n'est en capacité. Merci. Il y a une dernière question que je vous propose de prendre avant de clore. C'est une question de Véro qui s'interroge suite à votre présentation sur le contrôle coercitif. Elle demande si c'est l'équivalent en fait du love bombing. Elle dit c'est une expression que j'ai rencontrée souvent sur les réseaux sociaux quand on parle de relations toxiques. Est-ce que l'une de vous veut bien distinguer peut-être le love bombing du contrôle coercitif? Je pense que le love bombing, enfin, selon moi, le love bombing fait partie du contrôle coercitif, mais c'est pas que, enfin, ça fait partie de la liste non exhaustive que j'ai pas pu développer. Mais en effet, c'est un peu une technique aussi de manipulation de l'autre en lui apportant énormément d'attention et aussi, en fait, créer un espèce de rapport de domination qui est d'attendre, enfin, l'autre va se sentir redevable aussi de tout ça. Et selon moi, ça fait partie du contrôle coercitif. Mais le contrôle coercitif, ce n'est pas que du love bombing. C'est ça. C'est vraiment une des Et, stratégies que les Une agresseurs des peuvent mettre stratégies, en ouais, c'est une place. stratégie, Et ouais. notamment brouille chez les aussi. plus jeunes, il y a une vigilance accrue hein, sur les enjeux de prostitution des mineurs et de traite des êtres humains des fins d'exploitation sexuelle. C'est vraiment une des méthodes qui est utilisée par les jeunes proxénètes en fait hein, pour recruter. Et surtout, ça se met en place, c'est assez insidieux. Donc, au début, on peut croire que c'est quelque chose de bienveillant, et cetera. Et du coup, c'est ça qui est difficile aussi à détecter. et peut-être pour préciser aussi par rapport au contrôle coercitif, et comme l'a très bien décrit Bérénice tout à l'heure, vraiment pour que vous puissiez encore plus comprendre et maîtriser ce nouveau concept. En tout cas, pour les violences conjugales, il n'est pas nouveau parce que c'est un concept qui vient du milieu plutôt de la guerre. Hein. Donc, quand on dit que les victimes, notamment de violences conjugales, vivent en état de guerre permanent, vous voyez, on en vient même à récupérer finalement du vocabulaire de ce milieu-là. Et en fait, ce qui est important dans le contrôle coercitif, donc l'emprise, plus ou moins maintenant, c'est rentré dans les tout professionnel, enfin, à peu près tous et toutes sont en capacité d'expliquer que oui, les victimes de violences sexistes et sexuelles sont sous l'emprise de leur agresseur. Le contrôle coercitif, là où il est très intéressant et très important, donc c'est Evan Stark, hein, le sociologue, qui l'a effectivement mis en concept pour les violences conjugales. Et après, il y a notamment Andrea Greventila et Gwenola Jolikos, donc psychologue et magistrate, qui l'ont aussi bien explicité. Ce qui est primordial, je trouve, c'est le changement vraiment de paradigme. C'est-à-dire que l'emprise, on parle de victime sous l'emprise de. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de rapport de pouvoir, de rapport de domination. On est encore sur quelque chose, c'est la victime qui est sous l'emprise de quelque chose. Et ça existe et il faut toujours l'expliciter, l'emprise, bien évidemment. Le contrôle coercitif, lui, au lieu de se poser la question de pourquoi la victime ne part pas, on vient poser la question, qu'est-ce que met en œuvre l'agresseur pour que la victime ne parte pas? Ça peut paraître rien, ça pourrait paraître de la sémantique, et en fait, ça change tout. Et Gwenola Jolikos, donc une des magistrates qui veut en faire jurisprudence et qui donc a rendu des arrêts en 2024 sur la base de ce contrôle coercitif pour que d'autres magistrats s'en emparent,
explique le changement qu'il y a dans l'auditoire au moment où elle parle de ce concept et elle l'illustre au travers d'échanges de textos qui partent de je t'aime chérie, tu es la femme de ma vie, je vais te tuer connasse. Excusez-moi des mots, mais et ça dans un espace-temps très resserré. Et ça, quand on va au commissariat de police, en fait, là, il m'a traité de ça, puis avant, il m'a dit je t'aime, mais en fait, là, il a fermé le portail de telle manière que je sais que ça va. Vous ne pouvez pas déposer plainte pour ces faits-là. Donc, le contrôle coercitif, il a cette vertu-là, vraiment de mettre la focale sur. D'arrêter de se poser la question. Comme dans toutes les autres infractions pénales qui ne relèvent pas des violences sexistes et sexuelles, jamais on ne pose la question à la victime de savoir, mais enfin, pourquoi vous avez acheté une voiture rouge? Vous savez très bien que les voitures rouges, c'est celles qui se font le plus voler. Puis en plus, vous êtes garé là, alors que, par contre, pour les violences sexistes et sexuelles, c'est oui, mais madame, est-ce que vous ne l'auriez pas un petit peu cherché quand même? Pourquoi vous étiez habillée comme ça? Pourquoi vous avez dit ça? Et puis, vous êtes tellement jolie. C'est normal que monsieur veuille vous le garder. Ça, on le rencontre et on entend tout le temps en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles. Donc, le contrôle coercitif, c'est déplacer aussi le curseur sur l'agresseur et faire rendre finalement à l'agresseur la responsabilité de ses actes. Merci beaucoup. Est-ce que Bérénice ou Anaïs, vous souhaitez compléter? Non, c'est bon, merci. Non, merci. Ouais. Eh bien, il est 14h02. Marie-Sophie, tu me confirmes que nous pouvons clore le webinaire. Merci à toutes et tous pour votre participation. Vous recevrez, comme l'a indiqué Marie-Sophie, un lien pour un questionnaire de satisfaction et les replays seront disponibles avec toutes les références, notamment de formation, puisqu'il y avait des questions concernant les formations à destination des professionnels de santé. Vous recevrez tout ça après le webinaire de clôture demain, qui, je rappelle, portera sur l'inclusion et la lutte contre les discriminations. Donc, webinaire auquel je vous invite à vous inscrire également. Merci infiniment à toutes, vraiment. Et merci Géraldine. Bonne journée tout le monde, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.